Les investisseurs débutants ont tendance à créer des portefeuilles 100% actions et à négliger les obligations. Les obligations sont souvent mal comprises des particuliers. Elles jouent pourtant un rôle essentiel dans une stratégie d'investissement avec un horizon de long terme. Comme ce thème des obligations peut être assez technique, et pour que cela ne soit pas trop lourd à suivre pour vous qui écoutez, j'ai décidé de créer un nouveau format que j'appelle l'Académie. Ce format sera diffusé une fois par mois, et chaque mois, vous pourrez écouter plusieurs épisodes sur un même thème. Nous commençons aujourd'hui avec le premier thème lié aux obligations. Et dans ce premier épisode, on va tout simplement essayer de comprendre ce qu'est une obligation. Pour cela, j'accueille à nouveau avec plaisir Antonin Loriou, conseiller en gestion de patrimoine et également auteur du blog apprendre-à-investir.net. Bonjour Antonin. Bonjour David et heureux de te retrouver sur ce nouveau format. Avec plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation pour tester ce nouveau format. Donc, les obligations. Première question, qu'est-ce que c'est qu'une obligation ? Une obligation, ça fait partie de l'un des deux grands types de produits financiers qui existent. Avec les actions, sachant que les actions, à peu près tout le monde, tous les investisseurs voient de quoi il s'agit. Et donc les obligations sont un petit peu moins connues. Alors pour expliquer, donc une obligation, c'est un instrument financier qui est utilisé par les gouvernements, les entreprises et d'autres organisations pour emprunter de l'argent auprès d'investisseurs. Et donc j'aime bien définir le fonctionnement des obligations en trois mots. Donc le premier, c'est dette. Une obligation, c'est essentiellement une reconnaissance de dette, c'est-à-dire qu'un investisseur va acheter une obligation et en ce faisant, il va prêter de l'argent à l'émetteur de l'obligation, qui peut être donc un gouvernement ou une entreprise. Donc le deuxième, c'est coupon. Donc en retour de ce prêt, donc l'émetteur s'engage à payer des intérêts réguliers qu'on va appeler coupons pendant toute la durée de vie de l'obligation. Donc le troisième, c'est l'échéance, parce qu'une obligation va être émise pour une durée de vie déterminée à l'avance, qui est la durée de vie de l'obligation. Et donc à la fin de cette période-là, l'émetteur va rembourser le capital qui a été emprunté auprès de l'investisseur. Ok, dette, coupon, échéance. Effectivement, ce sont des termes assez relativement techniques, surtout coupon et échéance, pas forcément intuitifs. Merci pour ces précisions. Qui peut acheter des obligations ? Alors un petit peu tout le monde, mais donc les principaux qui en achètent, ça va être les investisseurs institutionnels, comme des fonds de pension, des assurances, des banques, des fonds d'investissement, qui s'en servent pour diversifier leur portefeuille et assurer un flux de rendement, un flux de revenus stable. Il y a aussi des investisseurs individuels, comme toi et moi, donc les particuliers. Donc on peut acheter des obligations, soit directement via un courtier, soit indirectement via des fonds communs de placement ou des ETF qui vont investir dans des obligations. Et il y a un troisième acteur qui achète aussi des obligations auxquelles on ne pense pas forcément. Ça va être les banques centrales qui vont en acheter pour gérer leur propre politique monétaire. Donc quand on entend parler de politique de rachat d'actifs, par exemple, souvent il s'agit de rachat d'obligations. Et il y a aussi les gouvernements qui peuvent en acheter. Donc ces gouvernements-là vont acheter des obligations auprès d'autres pays et s'en servir comme réserve de valeur. Par exemple, des obligations américaines, ça permet d'avoir un petit peu de dollars dans les caisses pour certains pays. Très clair. Et qui peut émettre une obligation ? On entend souvent parler d'obligations d'État, obligations d'entreprise. Est-ce que qui peut émettre des obligations ? Ouais, tu as cité les deux principaux types d'acteurs qui vont en émettre. Donc il y a déjà les États, effectivement, qui vont émettre des obligations pour financer leurs projets, des constructions d'infrastructures, des écoles, des routes, etc. Donc on parle d'obligations d'État. Aux États-Unis, ils ont aussi des obligations municipales, mais en Europe, ça n'existe pas. Et à côté de ça, il y a les entreprises. Donc ça peut être des sociétés privées ou publiques, mais qui vont émettre des obligations pour lever des fonds nécessaires à leur fonctionnement ou alors pour financer des projets spécifiques, voire encore pour refinancer leurs dettes avec des taux plus faibles éventuellement. J'aimerais qu'on arrive sur la relation qu'il y a entre les taux d'intérêt et la valeur des obligations. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette relation ?
Alors oui, effectivement, c'est une relation qui est un élément clé à comprendre, puisque les variations des taux d'intérêt vont impacter la valeur des obligations. Concrètement, donc la valeur des obligations est inversement liée au mouvement des taux d'intérêt sur le marché. C'est-à-dire que quand les taux d'intérêt vont monter, la valeur des obligations va baisser, et quand les taux d'intérêt vont baisser, la valeur des obligations va monter. Donc là, si on prend l'exemple actuel, on a des taux d'intérêt plutôt hauts. Et donc là, ce que tu dis, c'est la valeur des obligations est inversement proportionnelle, donc elle est plutôt basse. La valeur des obligations est plutôt basse. C'est ça en fait sur les nouvelles obligations en fait. C'est ça le principe. Exactement, la valeur des obligations actuellement est plus basse que ce qu'elle était 2 ans en arrière. Parce que si on remonte un petit peu dans le temps, il y a 2 ans, on avait des taux d'intérêt, en tout cas en Europe, à 0 ou à moins 0,5%. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt à court terme sont remontés à 3,8, 3,9, voire 4%. Donc on a eu un mouvement de hausse des taux d'intérêt, un très fort mouvement de hausse, et qui a fait largement chuter la valeur des obligations. Alors ça s'explique par le fait que quand il y a des nouvelles obligations qui sont émises avec des taux d'intérêt plus élevés, ce qui est le cas actuellement, parce que les nouvelles obligations qui sont émises actuellement se basent sur les taux d'intérêt en vigueur, qui sont aujourd'hui plus élevés qu'il y a 2 ans en arrière. Et donc, bah, ces nouvelles obligations ont un taux de rendement qui est plus élevé que les anciennes obligations qui ont été émises il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière. Et ces nouvelles obligations bah, sont moins attractives. Donc, le jour où les nouvelles obligations arrivent sur le marché avec des taux de rendement plus intéressants, bah, leur valeur va chuter tout simplement parce qu'elles sont moins intéressantes. Quels sont les enseignements à tirer une fois qu'on a fait ce constat? Donc là, on se dit les taux d'intérêt sont plutôt hauts. A priori, ils vont baisser. Donc ça, est-ce que ma compréhension, enfin mon analyse est correcte en disant si les taux d'intérêt baissent, la valeur des obligations va augmenter, enfin, devrait augmenter, c'est ça? Oui, ouais, effectivement, le raisonnement inverse est également bon. C'est-à-dire que on va avoir de nouvelles obligations qui vont être émises avec des taux d'intérêt plus bas dans le cas où on assiste à un scénario de baisse des taux d'intérêt. Ce qui veut dire que les anciennes obligations, qui existent déjà depuis plusieurs années, vont se retrouver avec un taux de rendement plus élevé que les nouvelles qui sont émises. Et donc, bah, ces anciennes obligations, par le jeu de l'offre et de la demande, vont prendre en valeur parce qu'elles seront plus rémunératrices, tout simplement. On entend parfois parler d'obligations à zéro coupon. Est-ce que tu peux nous expliquer leur fonctionnement? Oui, alors une obligation à coupon zéro, c'est un type d'obligation qui ne verse pas de coupon, hein, comme son nom l'indique. Donc pas d'intérêt hein, pendant toute sa durée de vie. Et donc, bah, au lieu de ça, elle est mise à un prix qui va être inférieur à sa valeur nominale. Ce qui fait en fait, à l'échéance, l'investisseur va recevoir donc la valeur nominale de l'obligation, et donc il aura pu l'acheter à un prix plus bas, qui va en fait se compenser le fait qu'il va jamais recevoir de coupon, donc d'intérêt pendant toute la durée de vie de son obligation. On arrive sur la fin de ce premier épisode de cette série sur les obligations. Merci d'avoir écouté ce premier épisode et à tout de suite pour le deuxième épisode sur le rôle des obligations dans un portefeuille d'investissement.